propose de conclure tout en douceur par le visionnage d'un extrait du film documentaire Soyons fous. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés le producteur Amaury Pasco et un des acteurs, c'est Noël Tulin, je ne sais jamais, Pinot Merlin. Pardon. Donc je vous invite à prendre place encore pour quelques minutes. Voilà. Et qu'on puisse démarrer cette dernière séquence. Alors, messieurs, je vous propose qu'on s'asseye néanmoins. Bien sûr. Quelques minutes. Oui. Amaury, bonjour. Donc, on se connaît bien. Oui. Donc, on se tutoie. Nous nous sommes rencontrés il y a quelques années maintenant, autour d'un projet qui était le tien, de réaliser un film, un long métrage, mettant en scène des personnes qui ont une expérience des troubles de santé mentale. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu d'où t'es venu ce projet et comment tu l'as mis en œuvre? En quelques mots, le film s'appelle Soyons fous. Donc en fait, l'aventure a débuté il y a quelques années, juste avant le Covid. En quelques mots, le film est réalisé par Quentin Pérez. Et en fait, le réalisateur avait la volonté de réaliser un documentaire un peu différent de ce qu'on voit habituellement au cinéma ou à la télé. C'est-à-dire de sortir d'un lieu de soins, de montrer autre chose que le schizophrène qui est nécessairement le psychopathe, un peu comme dans Psychose. De faire un film un peu différent sur la santé mentale et les personnes concernées. Et donc à l'époque, on a passé du temps dans différentes structures franciliennes pour rencontrer des personnes. Et il y avait un lieu qui organisait des ateliers de jeux ou des ateliers d'écriture. Et c'est là où il a l'idée de proposer à une quinzaine de personnes vivant avec un trouble psychique d'apprendre chacune un métier du cinéma et ensuite de tourner un court-métrage à 3000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment la base du film. Donc l'idée, c'était de rencontrer des personnes concernées, de leur proposer à chacune d'apprendre un métier. Donc ça peut être l'apprenti réalisatrice, les apprentis comédiens, l'apprenti costumier, l'apprenti chef décorateur, de leur proposer d'apprendre un métier pendant plusieurs mois en Île-de-France et ensuite de partir dans les Hautes-Alpes pendant une dizaine de jours pour qu'elles tournent elles-mêmes un court-métrage dans des conditions professionnelles. Donc ça, c'est l'idée de base. Et ensuite, ça a mis quelques temps à se développer. On a rencontré pas mal de monde et c'est comme ça que j'ai rencontré Noël, qui est l'apprenti chef opérateur du court-métrage. Ouais, et du coup, je suis Noël Tulin Pinot Merlin, donc je suis médiateur de santé pair professionnellement et formateur pair et consultant en santé mentale pour Alphapsy, l'organisme de formation de la Fondation Falleret. Mais aujourd'hui, j'interviens en tant qu'apprenti ou ex-apprenti chef opérateur sur le projet de court-métrage. Moi, il y a quelques années, j'ai monté sur le CMP sur lequel je travaille un atelier de réalisation de petits films, de mini-séries. Mais j'avais l'habitude de plutôt m'occuper de la production, l'écriture du scénario et jamais trop de l'image. Alors quand j'ai vu une annonce sur un groupe dédié à la pérédance qui disait vous êtes concerné par une maladie psychique et vous avez envie d'apprendre à être chef opérateur, contactez Amaury Pasco. Je me suis dit que c'était une formidable opportunité de m'aguerrir et de développer de nouvelles compétences. Et du coup, c'est à ce moment-là où on s'est rencontrés et quelques semaines après, je ne sais plus, un mois ou deux, je m'embarquais dans une aventure qui, je pensais, allait durer une semaine, 2 semaines, et en fait qui a duré plus d'1 an et qui continue à l'heure actuelle avec la poursuite et la sortie du film. Et donc dans l'idée, Noël, il a bénéficié d'une formation en tant que chef opérateur, donc c'est le responsable de l'image sur un film. C'est un des postes les plus compliqués. Et ensuite, il a réellement fait la direction de la photo sur un court-métrage. Et donc là, en conditions professionnelles, avec une équipe de 5 techniciens qui étaient là à la fois pour me conseiller, mais aussi pour exécuter, oui, comme tu dis, mes ordres, mais exécuter ce que je leur demandais de faire en termes de position de la caméra, de mouvement, d'éclairage. Donc c'était vraiment un tournage en conditions... on était 15 personnes concernées, mais je crois 30 techniciens autour à nous encadrer et à nous assister.
Et donc là, le film est fini. On a débuté la campagne d'avant-première il y a quelques semaines. Il a été labellisé Grande Cause Nationale 2025 et il va sortir au cinéma l'année prochaine. Et donc là, on va vous montrer un extrait. Alors je vous fais juste un petit pitch introductif. Le film commence dans une structure où moi j'arrive en tant que producteur et je propose à une quinzaine de personnes d'apprendre un métier du cinéma. Et donc l'atelier se lance tout de suite. Donc on voit un atelier de jeu, un atelier de son. Et là vous allez voir un extrait durant lequel Noël apprend à utiliser une caméra. Et on découvre que c'est beaucoup plus compliqué que prévu. Et ensuite il va se confier sur ce qu'il a traversé. Ok ? Donc on peut lancer la vidéo, je devais dire ça. C'est peut-être que Noël, si tu en es d'accord, que tu partages finalement en direct, live, puisque nous avons la chance de t'avoir avec nous ce soir. Tu vas parler de toi. Voilà, cette expérience, ton expérience. Ouais. Et je pense que ça sera mieux. Ouais. Voilà. Et je vous invite à retourner voir le film parce que vraiment ça vaut la peine. Et là vraiment on ne lui rend pas hommage en poursuivant une projection aussi d'aussi piètre qualité. Du coup, ce que vous avez pu voir un petit peu dans cet extrait, c'est à la fois l'apprentissage de ce métier, très technique, avec beaucoup d'informations. En plus, il y a un petit caractère, on ne l'entendait pas vraiment, mais un peu humoristique, où le réalisateur a sélectionné un petit peu tous mes tics de langage, où j'ai tendance à dire « OK », juste pour approuver un petit peu ce qu'Aurélien, le technicien, est en train de m'apprendre. Et puis, dans la deuxième partie de la vidéo, on aborde un petit peu plus une conversation que j'ai pu avoir avec Amaury, un moment sur le tournage, où je t'ai raconté un petit peu comment moi j'avais rencontré la psychiatrie. Donc comme je le disais, si vous avez pu l'entendre, je suis un ancien très grand consommateur de cannabis. J'ai commencé à fumer à 11-12 ans. D'abord pour faire un peu comme les grands, en imitant mes cousins qui avaient 4-5 ans de plus que moi. Et puis progressivement j'ai eu une consommation un petit peu régulière, puis problématique. Au début c'était un peu une manière de m'apaiser par rapport à de l'anxiété, des difficultés, de la dépression, mais que j'avais pas identifié. Je suis arrivé à un point où je fumais une trentaine de joints par jour, donc ce qui était plutôt massif, et du matin au soir je fumais pour essayer de lutter contre des envies suicidaires qui étaient particulièrement présentes. Je suis arrivé à un point, à un moment donné dans ma vie où je m'étais brouillé avec l'ensemble de mes proches, ou en tout cas une bonne partie d'entre eux, parce que j'étais devenu très irascible, j'étais colérique, je commençais à avoir des développements de théories un peu farfelus, un peu complotistes, j'avais la sensation de détenir une forme de vérité. Et puis je me suis retrouvé sans le vouloir aux urgences psychiatriques. Et à ce moment-là, aux urgences, déjà je pensais que c'était les urgences somatiques où j'arrivais. Et j'ai eu un médecin qui a fait une évaluation et qui m'a dit écoute Noël, je vais te poser quelques questions pour voir un petit peu comment tu vas. Et puis l'entretien avançait, je lui répondais de manière très libre et j'étais convaincu que j'allais repartir. Jusqu'à un moment où il m'a posé la question de mon rapport à la religion. Et là, je lui ai répondu un peu de manière à moitié amusée et à moitié sérieuse que, étant né le 25 décembre et m'appelant Noël, je devais être d'une certaine manière la réincarnation de Jésus. Et il a moyennement apprécié ce trait d'humour. Et à ce moment-là, la tournure de la conversation s'est rapidement compliquée. Et je me suis retrouvé parce que je m'énervais, face à l'équipe d'infirmiers, brancardiers, de soignants du service d'urgence qui, je pense, avaient tous dans leur vie amateur fait du rugby le week-end d'avant. Et donc j'ai compris que ça ne servirait à rien de lutter. Je me suis allongé sur un lit, on m'a attaché, condensionné, sédaté. Et je me suis retrouvé à me réveiller le lendemain ou le surlendemain en chambre d'isolement, en pyjama de sécurité. Dans les semaines qui ont suivi, s'est posé la question un petit peu des éléments diagnostiques. L'équipe soignante a posé l'hypothèse que c'était plutôt un trouble bipolaire au regard de liens et d'antécédents que j'avais dans ma famille. J'ai appris à ce moment-là que mon oncle, le frère de mon père, vivait depuis des années avec une bipolarité, ce qui était quelque chose qui était complètement tabou, et je l'ai découvert à l'occasion de mon hospitalisation. Cet oncle est venu me voir et ça a permis à contribuer
à l'acceptation un petit peu du diagnostic parce que j'ai eu une personne concernée, un père qui m'en parlait. Il y avait aussi une jeune femme qui écrivait des chansons sur la bipolarité et curieusement je me retrouvais dans les chansons et les poèmes qu'elle écrivait et j'ai commencé un petit peu à être plus en alliance avec l'équipe. Je suis ressorti quelques temps après. Et là, il s'agit un petit peu de savoir si j'allais continuer de fréquenter mes proches qui, eux, consommaient du cannabis. Moi, j'avais pris la décision à l'hôpital d'arrêter de fumer, mais mes amis étaient venus me voir au moment où j'allais le plus mal et j'avais pas envie de me couper d'eux. Et du coup, parce qu'eux me provoquaient en me disant Noël, prends pas ces produits chimiques, prends pas ces médicaments, fume un petit joint, c'est bio, c'est meilleur pour ta santé. Et ben moi je leur dis non, moi les comprimés ça me va très bien, je suis content de ce que mon médecin me donne, mais si tu veux par contre si tu as envie de fumer, moi je peux te rouler ton joint. Et j'ai commencé comme ça à rouler les joints de mes amis. J'ai eu ensuite la difficulté à m'insérer sur le marché du travail parce que j'étais en train de finir des études d'environnement, j'ai validé mon diplôme, mais j'avais l'impression que sur mon front était inscrit fou, malade mental, bipolaire, et j'ai jamais réussi à candidater sur un poste qui correspondait à mon niveau d'études. J'ai fait de l'environnement de manière détournée parce que j'ai monté mon entreprise de livraison à vélo avant que Deliveroo, Uber Eats existent. Et d'ailleurs, quand Deliveroo est arrivé, moi je m'appelais Delivélo et on m'appelait pour me demander où étaient les sushis qui n'étaient pas arrivés à destination. J'ai fait ça pendant 3-4 ans, je gagnais pas bien ma vie, c'était plutôt une activité avec laquelle je vivotais, mais j'arrivais à faire cela avec le soutien de mes parents. Et puis à un moment donné, s'est posé pour moi la question de la reconversion. J'ai eu envie de reprendre des études et là j'ai découvert un peu par hasard la paire et danse. Il se trouve que dans les petits boulots que je faisais, je donnais des cours de soutien scolaire à un jeune homme qui était déscolarisé. Et je me suis rendu compte qu'en fait, avec ce jeune homme, on partageait une histoire commune, que lui aussi, il avait été hospitalisé l'été d'avant dans le cadre d'une consommation importante de cannabis, qu'il avait reçu un diagnostic, qu'il commençait à prendre des traitements, et que tout ce que j'avais appris moi pour vivre avec la maladie, parler de la maladie à mes proches, mes amis, mes petites amies, eh ben, j'étais en capacité de lui transmettre. Et un jour, je raconte ça à mon psychologue et je dis, mais en fait, ses parents, ils me payent pour lui donner un cours de maths et le théorème de Pythagore. Et moi, je les arnaque parce que je fais que lui raconter ma vie. Et là, mon psychologue me dit, mais non, en fait, je pense que tu fais quelque chose qui est bien plus utile. Ce que tu fais, c'est la paire et danse. Et il se trouve que j'étais au bon endroit au bon moment. J'ai fait des recherches. J'ai rapidement trouvé des offres d'emploi et un mois après avoir découvert ce que c'était que la paire et danse, j'étais embauché dans l'hôpital où je continue de travailler à l'heure actuelle. Une des premières choses que j'ai faites à ce moment-là, ça a été de capitaliser sur une pratique artistique que j'avais déjà et de créer un atelier de réalisation de courts-métrages dont je vous parlais tout à l'heure. J'ai fait ça pendant quelques années. Il y a d'ailleurs Aimé Ranciane qui est une des participantes qui est en stage actuellement chez Beyond. Le réseau est petit, mais du coup qui a réalisé plusieurs des courts-métrages qu'on a fait ensemble. Et par la suite, j'ai découvert la formation et je suis devenu formateur en santé mentale à Alpha-Psy, l'organisme de formation de la Fondation Fadret. Voilà, c'est pas tout à fait ce que je disais dans la vidéo, mais c'est histoire de conclure et d'arriver jusqu'à aujourd'hui. Oui, donc dans le film, suite à Noël, en fait, vous allez suivre différents ateliers artistiques et au cours de ces ateliers, les personnages du film vont se confier sur leur maladie, ce qu'ils ont traversé sur un trouble anxieux généralisé, une bipolarité, une schizophrénie. Et en fait, on a une narration un peu de film d'aventure, d'épopée, où on les voit en train d'apprendre les métiers du cinéma et de tourner un film. Et derrière ça, on va découvrir des personnalités et des parcours de vie dans le but de travailler à une déstigmatisation des personnes concernées et pour montrer un autre visage de la santé mentale. Tout ça, l'idée, c'est vraiment d'éviter le côté lourd, où on va mettre un carton avec le nom et la pathologie, où on va expliquer, donner une définition. On veut vraiment fuir complètement ça. L'idée, c'est de sensibiliser par l'émotion, c'est-à-dire par l'empathie. C'est en créant de l'empathie avec les personnes qu'on voit à l'écran, qu'on peut changer les choses. Enfin, c'est ce qu'on pense. Par rapport au film, et pour en avoir discuté hier lors d'une avant-première qu'on a fait à Clermont-Ferrand, je trouve qu'il répond un peu à deux objectifs et il y a un peu deux portes d'entrée pour le regarder.
Soit on vient pour en apprendre plus sur la santé mentale ou la vie des personnes qui vivent avec la santé mentale. Et dans ce cas-là, on va ressortir avec certes des compléments là-dessus, mais surtout avec un apprentissage de comment on fait un film. Soit on vient justement pour l'aspect je suis passionné de cinéma, j'ai envie de savoir comment on fait un film. Et au contraire, on se laisse surprendre par les histoires et les partages d'expériences que chacun amène. Et je trouve qu'il y a vraiment ces deux niveaux de lecture qui sont très complémentaires. Et ce qui fait que tout au long des 2 heures, qu'on ne voit vraiment pas passer, il y a vraiment cette alternance entre voilà, des moments d'apprentissage. On oublie un petit peu qu'on est face à des personnes qui vivent avec des troubles psychiques. Puis de temps en temps, on entend des témoignages comme celui que je viens de vous livrer. Et puis l'instant d'après, on bascule sur un camion avec plein de matos techniques et des explications très complexes. D'ailleurs, le film a des développements que peut-être au départ tu n'avais pas imaginé, Amaury. Et aujourd'hui, tu utilises beaucoup d'extraits du film pour faire des actions de sensibilisation un petit peu partout en France. Pour des entreprises, pour des collectivités. Tu peux nous en parler un petit peu et nous dire comment, en quoi ça résonne avec la thématique de Cap sur la santé mentale aujourd'hui. En fait, nous, la particularité, c'est qu'à travers ce film, nous sommes devenus employeurs pendant près d'1 an d'une quinzaine de personnes qui vivent avec un trouble psychique, qu'elles soient en situation de handicap ou pas. Et donc moi, en tant qu'employeur, j'ai dû essayer de trouver des solutions pour que ça se passe bien. Et donc j'ai pris mon bâton et j'ai fait coucou à Cap Emploi, Pôle Emploi, la GFIP. Je suis allé voir plein de structures pour essayer de mettre en place un accompagnement adéquat sur le film. Et donc, j'avais Noël aussi, père aidant. On est pas mal passé par la père aidance sur le film. Et donc on fait pas mal d'actions de sensibilisation auprès de clubs d'entreprises et d'entreprises au sujet de la santé mentale, où on raconte ce qu'on a traversé, ce qu'on a mis en place pour essayer de diffuser des bonnes pratiques et surtout diffuser des ressources et de l'aide pour les structures. Et là, plus précisément, on travaille sur des actions de sensibilisation auprès des jeunes avec le film, avec des ciné-débats dans l'idée de toucher les jeunes qui ont entre 15 et 20 ans avec le film pour essayer d'apporter une connaissance certaine, parce que leur première base d'information, c'est quand même TikTok, et c'est pas génial. Et quoi qu'on pense aujourd'hui, on pourrait faire une pub à la télé, ils ne vont pas la regarder. Et donc c'est très compliqué en fait d'apporter de l'information correcte. Surtout que moi j'ai déjà 37 ans et je pense que je suis déjà à la ramasse totale pour les toucher. Il n'y a pas 1 milliard de moyens pour changer les choses. Soit on fait une campagne massive à plusieurs milliards sur TikTok et on détruit tout ce qui existe. Et je n'ai pas encore la solution sur les réseaux sociaux, mais on ne le fait pas. Et donc nous, on se dit, si on arrive à apporter ce film en salle de cinéma et qu'on arrive à faire venir des jeunes pour le voir, avec un expert ou une experte qui échangerait avec eux, on apporterait une base de connaissances communes qui peut être bénéfique. Enfin, c'est ce que je pense. On a déjà commencé à le faire. On fait des pilotes, on est en train de travailler avec l'Île-de-France sur le sujet pour développer ça de manière assez large et globale. Et voilà, on espère que ça va bien répondre dans ces prochains mois. Je voulais apporter un complément sur la question de l'emploi, parce qu'on était tous dans le collectif de personnes concernées qui ont participé à ce film dans des situations très différentes les unes des autres. Certains, comme moi, étaient en emploi et ont dû prendre des congés pour participer. Mais d'autres étaient plutôt éloignés de l'emploi. Je pense à notamment Cécile, qui était apprentie maquilleuse sur le projet et qui, elle, à ce moment, au moment où elle vous a rencontré, était plutôt en train de se questionner, de demander une pension d'invalidité. Et Cécile, pour en avoir régulièrement échangé avec elle, elle peut témoigner que ce projet, de se rendre compte qu'elle était capable de s'investir autant, ça lui a redonné confiance. Depuis, elle a fait un master pour prolonger ses études. Elle a repris son boulot et je n'ai pas exactement le détail de son parcours professionnel, mais elle n'a pas eu du tout de nouveau besoin de se poser la question de la pension d'invalidité. Pour d'autres, ça a pu être plus compliqué, mais globalement, je pense qu'il y a eu un élan un peu entraînant, parce que le tournage, c'est quelque chose de très motivant qui nous a suivis pendant plusieurs mois. On continue par la suite de faire des sensibilisations. Là, on est maintenant dans la campagne d'avant-première. Ça va bientôt se terminer quand le film sortira. Mais c'est un projet qui a commencé pour moi en 2021. Pour Cécile, je crois que c'est 2019. Pour vous, encore avant. Et ça a été un formidable moteur, générateur d'espoir et d'aventure.
Alors, dans l'attente de l'apparition officielle du film, de la sortie officielle du film en salle, je crois que c'est comme ça qu'on dit, il y a des avant-premières. Est-ce qu'il y en a prochainement où il serait possible de voir le film? À Paris, on va voir, il faut que je sois en train d'organiser, mais on en a beaucoup d'avant-premières en province. La semaine prochaine, Noël fait le tour de la Bretagne. Donc si vous êtes à Vannes, Brest, Saint-Brieuc ou Quimper, vous aurez la possibilité de voir Noël et le film. Et on va à Metz aussi, on va à Auch la semaine prochaine. Enfin voilà, on fait plein de villes. Voilà. Et on va venir à Paris, si vous êtes à Paris. On discutait hier avec nos amis de Vive, MGEN, de l'opportunité de proposer très rapidement une avant-première pour pouvoir voir dans de très bonnes conditions techniques. Et oui, vraiment, désolé pour l'extrait. Non, encore, c'est nous qui sommes désolés, bien sûr, pour ce rendez-vous manqué finalement. Mais vous ne perdez rien pour attendre. Le suspense reste entier et ce sera un plaisir de vous retrouver pour une avant-première. Bon, bah, merci beaucoup. Merci les amis. Merci Sandrine, beaucoup. pour tout. Voilà, donc merci à tous, à tous les courageux qui sont restés jusqu'au bout. C'est vrai que ça a été 3 journées extrêmement denses, extrêmement riches. On a eu plaisir de partager tous ces débats autour des questions de l'emploi, de la santé mentale en entreprise, dans les organisations. Et écoutez, bon retour chez vous et à très vite. Merci à tous.